Alors on est dans une situation inédite cette année. Donc le prix Jeunes chercheurs sciences et musique est remis depuis le début. C'est la première fois qu'il y a plus de lauréats que de personnes pour remettre le prix. Donc le prix Jeunes chercheurs ou jeunes chercheuses récompense des étudiants ou étudiantes de master, des ingénieurs diplômés depuis moins de 6 ans ou des docteurs titulaires du doctorat depuis moins de 3 ans. Et leurs dossiers sont évalués sur des critères à la fois d'excellence scientifique, bien sûr, comme tout prix de recherche, mais aussi pour la coloration associée à cette journée, sur la capacité des candidats à démontrer la capacité à faire de la médiation, c'est-à-dire à valoriser et à expliquer leurs travaux au plus grand public. La possibilité aussi de présenter des démonstrations. Alors, le prix est soutenu à la fois financièrement par la Fondation Rénin et scientifiquement par l'Association francophone d'informatique musicale, qui, l'une et l'autre, malheureusement, ne peuvent pas être représentées aujourd'hui, enfin, pas être présentes aujourd'hui, donc je vais les représenter. Donc je vais dire un petit mot de leur part. D'abord de la Fondation Rénin qui dote ce prix. La Fondation Rénin Progresser, Innover, Entreprendre est un des outils d'ouverture de l'Université de Rénin vers le monde économique. Fonctionne depuis 9 ans grâce à des partenaires et des mécènes. Grâce à plus de 1200 dons depuis 2010 de grands groupes PME, TPE et particuliers, de nouvelles actions ont été mises en place avec comme objectif de rapprocher l'Université de Rennes 1 des entreprises pour favoriser l'innovation et le développement socio-économique. Des actions concrètes s'inscrivent dans 4 missions prioritaires que sont la valorisation de la recherche, le développement à l'international et l'insertion professionnelle des étudiants. Allier les sciences et la musique est une belle découverte, mieux en comprendre le fonctionnement, un défi toujours d'actualité. La Fondation Rénin étant partenaire de la Journée Sciences et Musique depuis sa création, dans le cadre de son action ciblée Michel Métivier. Au nom de tous ses membres, Sophie Langouette-Prigent, vice-présidente de la Fondation Rénin, félicite les lauréats pour ces prix et espère qu'ils vous aideront dans la suite de votre parcours. Voilà. Et pour l'Association francophone d'informatique musicale, je vais également dire un mot de la part de Myriam de Sainte-Catherine et Anne Cédès qui en sont les coprésidentes. Donc l'Association francophone d'informatique musicale est une association fondée en 2002 et a pour but le développement de l'informatique musicale, de ses relations avec les autres disciplines artistiques et scientifiques, en France comme à l'international. Au travers différentes actions menées tout au long de l'année, l'AFIM offre un lieu de rencontre et d'échange aux personnes dont les travaux convoquent informatique et musique, que ce soit par exemple dans le cadre de recherche fondamentale en informatique, acoustique ou traitement de signal, dans le domaine des sciences humaines, telles que la musicologie, et dans le domaine de la création musicale qui emploie l'informatique pour la composition ou l'interprétation. Ces actions consistent notamment en des projets d'aide à la publication, au financement de groupes de travail, à l'organisation d'un concours biennal qui s'appelle l'OMUS, qui est dédié au logiciel libre pour la création musicale, à la participation à la revue francophone d'informatique musicale et à l'organisation d'un événement phare pour l'association qui est les Journées d'informatique musicale. L'AFIM accorde notamment une attention toute particulière aux travaux de jeunes chercheurs et c'est donc avec plaisir qu'elle s'associe à toute l'équipe de la Journée Sciences et Musique pour participer en particulier au jury du prix Jeunes chercheurs. Si les contraintes de calendrier ont malheureusement rendu difficile la présence de l'AFIM à vos côtés, ses membres souhaitent néanmoins féliciter chaleureusement les lauréats de cette édition pour le travail accompli, en leur souhaitant que ce prix soit le témoin de nombreux autres travaux tout aussi intéressants que de qualité. Voilà, donc j'ai fini de parler pour les autres, je vais parler pour moi-même et pour le jury et pour ce qui vous intéresse. Comme je vous ai dit, il y a plus de lauréats que de personnes pour remettre, puisque le jury, cette année, n'a pas pu trancher entre 2 candidats, tellement le dossier remis les a éblouis par leur excellence. Donc je félicite chaleureusement Vincent Lostanlaine, classé donc premier ex-aequo pour ses travaux facétieusement intitulés « Mettre l'oreille dans la puce ». Et j'espère que ce titre vous donnera envie de l'écouter. Et à Corentin Louboutin, également classé premier ex-aequo pour ses travaux intitulés « Modélisation multi-échelle et multidimensionnelle de la structure musicale ». Et je suis sûre que ça vous donnera aussi envie d'écouter. Donc je vais inviter Vincent et Corentin à venir sur scène pour être
pour recevoir des applaudissements nourris de la salle. Voilà, félicitations, comme tu veux. Je précise que l'ordre est alphabétique, il n'y a absolument aucune hiérarchie dans cette remise, de très peu. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer et de remercier tous nos généreux partenaires, puisque donc le prix est normalement doté de 500 €, normalement divisé en cas d'ex-aequo, mais sur forte insistance du jury pour vous remercier de votre présence, vous recevrez chacun un prix de 500 €. Voilà. Un joli diplôme, Corentin. Voilà, pour vos archives. Et surtout, nos meilleurs vœux pour la suite de vos carrières, quelles qu'elles soient. Voilà. Donc, vous m'avez assez écouté. Je vais maintenant laisser la parole à nos lauréats l'un après l'autre. Et on va commencer par Vincent. Mesdames, Messieurs, l'avènement de la société de l'information a amorcé une mutation profonde dans nos pratiques musicales. Munis d'un appareil portable, nous pouvons aujourd'hui non seulement diffuser un son, mais aussi l'enregistrer sur le vif et le partager en direct. Cette prouesse, qui paraît banale pour les citadins et citadines du XXIe siècle, repose sur un grand nombre d'innovations technologiques récentes, parmi lesquelles je citerai le format MP3 en 1992, le streaming en 1995, le Wi-Fi en 1998 et le smartphone en 2007. Il devient même faisable, avec la communication par fibre optique, de donner un concert en duplex via 2 scènes distantes de 1000 km ou plus, comme l'ont démontré en 2010 l'Autriche et la France. Ainsi, notre époque assiste à une miniaturisation des capteurs, à une accélération des transferts et surtout à une massification des contenus. La discophilie ayant abandonné tout support matériel n'est plus réservée à une élite. En effet, l'accès à la musique enregistrée n'est plus exclusivement commercialisé au titre de marchandise, mais aussi celui de services forfaitaires. En somme, si la génération du baby-boom était amatrice de jukebox, la mienne est férue de podcasts. Pour autant, sur les réseaux de l'Internet, les terminaux se multiplient mais l'hébergement demeure centralisé. Cette soudaine abondance de sons dans nos vies, qui mondialise quasi intégralement la notion même de folklore, laisse chaque internaute devant une responsabilité, celle de construire un goût musical propre, sous des contraintes qui sont tout compte fait moins économiques qu'attentionnelles. Naviguer sans entrave parmi les quelques 30 millions de titres disponibles sur une plateforme de musique en ligne telle que Deezer ou Qobuz, ou encore sur une médiathèque d'intérêt public telle que celle du Muséum national d'histoire naturelle, requiert une interface humain-machine qui soit ergonomique, extensible et surtout qui reflète adéquatement notre rapport intime et complexe aux œuvres. C'est la mission que s'est donnée, voici 20 ans à peu près, une communauté de scientifiques issus d'horizons variés et réunis sous le vocable anglais de Music Information Retrieval, MIR en français, recherche d'informations dans la musique. En cette matière, on trouve un panel d'algorithmes, tous s'appliquant à décrire un extrait musical selon certains des paramètres pertinents qui ont présidé à son exécution. Ainsi, la régression du tempo, le chiffrage des accords, la segmentation des couplets et refrains, ou l'extraction de la partie mélodique. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un axe de recherche plus particulier, à savoir l'étude acoustique des modes de jeu étendus en musique contemporaine. En effet, depuis 1945 et la fin de l'école dodécaphonique, l'opposition formelle entre tonalité et atonalité a considérablement perdu de son engouement. Lui succédant, la question du timbre occupe une place centrale. Les musiciens et musiciennes d'aujourd'hui enrichissent constamment leur palette timbrale, inventant de nouveaux gestes sur leur instrument. Trémolo pour un frisson de l'archet, pizzicato à la Bartók pour un claquement de cordes, Flatterzunge, pardonnez mon allemand, pour un souffle bourdonnant et ainsi de suite. Le développement d'un moteur de recherche pour les modes de jeu instrumentaux, fondé sur la similarité de timbre entre requête et résultat, s'inscrit dans une démarche compositionnelle héritée de l'école spectraliste de Gérard Griset, Tristan Muraille et Hugues Dufour, entre autres compositeurs. L'idée maîtresse du spectralisme consiste à voir dans l'orchestre une sorte de synthétiseur universel, capable de produire des sensations surréelles, y compris celles provenant du monde sonore électronique.
Mais actionner ce synthétiseur acoustique se fait au prix d'une explosion combinatoire en termes de parties instrumentales assignées à chaque instrument de l'orchestre. Qui doit jouer quoi et comment? Jan Maresch est un des premiers à avoir utilisé, avec succès, des logiciels d'orchestration automatique dans son travail de composition. L'un des pans de ma recherche actuelle, entreprise en partenariat avec Mathieu Lagrange et Grégoire Lafay de l'École centrale de Nantes, ainsi que Joachim Anden du Flatiron Institute, vise à prolonger cet effort à l'aune de la diversification extrême de timbres que les modes de jeu étendus autorisent. De façon générale, les logiciels de classification automatique de son, que l'on regroupe sous le terme assez pompeux, j'en conviens, de machines d'écoute, sont pour la plupart de nature connexionniste. Agissant sur la forme d'onde du signal acoustique lui-même, il comporte une cascade d'opérateurs multidimensionnels, faiblement non linéaires, initialisés au hasard et optimisés itérativement sur un corpus annoté au préalable. Cette architecture en cascade profonde s'inspire délibérément de la structure fonctionnelle de notre cerveau, dans lequel l'information se propage par la transmission d'un flux nerveux de neurone à neurone via des synapses. Ainsi, l'on nomme de tels algorithmes, très puissants mais néanmoins gourmands en données annotées, des réseaux de neurones artificiels. Or, le contexte applicatif des modes de jeu empêche la mise en œuvre de tels modèles, et ce pour deux raisons. D'abord, il est difficile de connecter des exemples annotés à un tel niveau de granularité. Il a fallu toute la persévérance des ingénieurs du son, du conservatoire et de l'IRCAM pour accomplir le tour de force d'enregistrer ne serait-ce qu'un exemple de chaque mode de jeu pour chaque quadruplet, instrument, sourdine, hauteur, intensité. Or, un seul exemple par classe ou un seul exemple par combinaison, c'est encore bien trop peu pour faire converger un réseau de neurones artificiels vers une représentation robuste du timbre musical au sens large. En tout cas, pour ce qu'on connaît aujourd'hui des réseaux de neurones artificiels. Et puis, plus grave encore sans doute, il faut bien admettre que la sensation sonore, bien que fortement codifiée par l'enseignement de la technique instrumentale, comporte nécessairement une part de subjectivité. Pour tel ou tel d'entre nous, la résonance, je ne sais pas, d'un ballon de baudruche évoquera tantôt un pizzicato de violoncelle, un claquement de hanche sur un hautbois ou encore un effet bruité d'embouchure sur un trombone. Rendre compte de ces variations individuelles implique de produire une description du timbre qui soit assez malléable pour être rapidement adaptée aux goûts et préférences de qui l'utilise, sans avoir à réentraîner la machine d'écoute depuis son initialisation aléatoire. Il fallut donc faire de nécessité vertu et incorporer, là où l'approche purement connexionniste peine à suffire, des éléments de neurophysiologie de l'audition humaine. Tandis que j'effectuais ma thèse au sein du département d'informatique de l'École normale supérieure, je rendais aussi des visites informelles au département d'études cognitives de la même École normale supérieure. Là, Shihab Shamma et son équipe avaient entrepris une cartographie intégrale du cortex auditif primaire. Celui-ci analyse, je parle du cortex, pas de Shihab Shamma, celui-ci analyse le signal électrique provenant de la cochlée et transmis par le nerf auditif selon un procédé somme toute assez simple et systématique. Chaque neurone n'encode qu'une partie infime de la sensation sonore en fonction de ce qu'on appelle son champ réceptif spectrotemporel, en anglais Spectrotemporal Receptive Field, STRF. Les neurologistes définissent le STRF d'un neurone comme l'archétype sonore idéal capable de susciter le taux d'activation le plus élevé pour ce neurone. De retour au département d'informatique, je m'attelais à la tâche de mieux comprendre les propriétés mathématiques des STRF, afin de les incorporer au sein d'une machine d'écoute connexionniste. Ma thèse de doctorat propose un modèle théorique des STRF. Bien que ce modèle, baptisé diffusion temps-fréquence, ne traduise qu'imparfaitement les données expérimentales, elle repose toutefois sur une assise mathématique solide, développée depuis les années 80 sous le nom de théorie des ondelettes, autorisant le recours à des calculs accélérés, des convolutions par transformées de Fourier rapide pour ceux et celles qui connaissent. Ici, le choix de la terminologie de diffusion que je dois à mon directeur de thèse, Stéphane Mallat, n'est pas anodin. En physique, on nomme diffusion une vaste famille d'interactions microscopiques et nanoscopiques mettant en jeu un rayonnement ondulatoire avec une particule ou une singularité de l'espace et qui intervient dans des phénomènes aussi splendides que la bleuté de notre ciel ou l'éclat d'une perle précieuse. Quant aux ondelettes, ce sont ces fonctions du temps, ou dans ce cas précis du domaine joint temps-fréquence, qui oscillent autour de zéro, prennent des valeurs nulles ou négligeables en dehors d'un intervalle temporel restreint, et que l'on peut étirer dans l'une ou l'autre direction afin de couvrir une gamme large de taux de modulation, à la fois sur l'axe temporel
et sur l'axe fréquentiel. Ainsi, avec mes différents co-auteurs, j'ai implémenté une représentation multidimensionnelle des sons musicaux fondée sur la diffusion temps-fréquence. La motivation scientifique de cette représentation était de trouver un compromis entre des approches purement informatiques d'une part, telles que les réseaux de neurones artificiels, et les approches purement cognitivistes, telles que les STRF d'autre part. Contrairement aux premiers, qui sont initialisés aléatoirement, les réseaux de diffusion en ondelettes ne nécessitent pas de phase préalable d'apprentissage. Une fois définis les noyaux de convolution comme des ondelettes temps-fréquence, il suffit d'un calcul direct pour placer toute forme d'onde au sein d'un nuage de points, même sans annotation d'aucun d'entre eux. Cette visualisation en nuage découle d'un théorème remarquable démontré par Stéphane Mala et qui stipule grosso modo que la distance euclidienne entre deux points voisins, donc la distance visuelle ordinaire, dans l'espace de représentation par diffusion en ondelettes, est proportionnelle à la quantité de déformation élastique minimale qu'il est nécessaire d'exercer sur le plan temps-fréquence afin de métamorphoser le premier son en le deuxième son. On observe déjà sur cette visualisation avec apprentissage de métrique et réduction de dimensionnalité, que les échantillons ont tendance à se différencier globalement par leur disparité de timbre, que ces disparités résultent d'une différence d'instrument, à gauche trompette versus violon, ou d'une différence de mode de jeu, à droite trémolo versus mode ordinaire. Ensuite, il convient de prendre en considération le caractère subjectif de la perception du timbre. Avec Mathias Rossignol, Grégoire Lafay, Joachim Anden et Mathieu Lagrange, nous avons conçu une interface graphique permettant d'exprimer cette subjectivité. J'ai proposé de la baptiser Sibelius, en clin d'œil au compositeur Hector Berlioz. En 1844, celui-ci publia un grand traité d'instrumentation et d'orchestration qui fit date dans l'histoire de la musique européenne en tant qu'il donnait pleine valeur à la question du timbre. Sibelius est un logiciel pédagogique d'exploration sonore dont le but est d'illustrer la richesse timbrale de l'orchestre philharmonique. Il prend la forme d'un panneau d'affichage rectangulaire intégré à une application web interactive. 72 points colorés y représentent de courts fichiers audio issus de la base Studio Online de l'IRCAM. En déplaçant le curseur de point en point, on peut écouter et comparer le résultat du couplage entre instruments et techniques gestuelles. Nous avons fait utiliser Sibelius à la classe de composition du Conservatoire de Paris. Et pour celles et ceux d'entre vous qui étaient présents aujourd'hui à mon atelier, vous avez pu découvrir dans Sibelius que la distance séparant tout couple de points apparaît d'autant plus petite que la similarité des fichiers audio sous-jacents est jugée d'une manière ou d'une autre grande. La coloration des points, elle aussi assignée librement, renforce l'interprétabilité d'une telle carte mentale du timbre. Désormais, comment réconcilier le nuage de points, très dense mais statique de la diffusion temps-fréquence, avec celui plus éparse mais dynamique de Sibelius? Par une méthode d'apprentissage supervisé dont le nom anglais est Large Margin Nearest Neighbors, LMNN en français, plus proche voisin à vaste marge. L'algorithme LMNN vise à corriger les erreurs de la méthode des plus proches voisins ordinaires par une repondération de l'espace de représentation tout entier. Je montre ici un schéma en 2 dimensions, mais il nous faut, en le regardant, faire l'effort de généraliser l'idée à un espace qui aurait autant de dimensions qu'il y a d'ondelettes temps-fréquence, soit environ 1 millier. Donc essayez de réfléchir en dimension 1000. Ici, dites-vous que l'auditeur ou l'auditrice en question a jugé que les 3 points jaunes étaient similaires en timbre, tandis que les carrés bleus et rouges sonnent différemment. Après l'application de la méthode LMNN, les 3 points jaunes sont concentrés sur un voisinage plus restreint, tandis que les carrés, qu'ils soient bleus ou rouges, sont exclus du voisinage par ce qu'on appelle une marge. Et LMNN essaie de maximiser la marge, globalement. Il suffit alors de propager l'homographie de l'espace à des échantillons non préalablement annotés pour leur assigner des voisins jugés pertinents par l'utilisateur ou l'utilisatrice de Sibelius. D'où le titre de mon exposé sous forme de boutade, « Mettre l'oreille dans la puce ». Outre cette possibilité de personnalisation, Sibelius comprend par ailleurs un mode consensus, c'est-à-dire d'après des jugements de voisinage qui sont partagés par la classe du conservatoire tout entière. Avec mes co-auteurs, j'ai proposé d'analyser les modes de jeu instrumentaux correspondant à ce partitionnement par consensus. Je vous propose de visualiser chacun des groupes partitionnés au moyen d'un nuage d'étiquettes, dans lequel la taille du mot est proportionnelle à sa fréquence d'apparition dans le sous-corpus considéré. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'on retrouve les dichotomies familières dans la description verbale du timbre en musique. Alors si on regarde par exemple en haut à gauche, donc on a un nuage orange avec des mots comme clic. Clic, c'est le cliquetis des clés pour un saxophone.
Legno, ça va être le bois de l'archet, quand on frappe la corde du violon avec le bois de l'archet. Slap, alors slap, ça veut dire deux choses. Si vous êtes contrebassiste, ça veut dire claquer la corde sur la touche. Si vous êtes saxophoniste, ça veut dire faire un claquement de l'anche. Et puis explosif, voilà, un autre mode de jeu d'instrument avant. Donc on voit que Sibelius ici est en train d'apprendre des synonymes musicaux ou des quasi-synonymes musicaux en écoutant les sons qui correspondent à ces modes de jeu. Et ainsi de suite. Par exemple, si vous regardez en bas à droite pour le rectangle rouge, Ponticello, ça veut dire l'archet en italien. Alors là, vraiment, j'utilise les mots qu'on trouve sur les partitions dans la terminologie. C'est pour ça que je n'ai pas traduit. Donc Ponticello, ça veut dire jouer d'un instrument à cordes, violon, alto, violoncelle, contrebasse, près du chevalet. Donc ça fait un son un peu râpeux, un peu rugueux. Et en bas, vous avez breath. Donc ça, breath, c'est le souffle, la respiration. Donc c'est induire un bruit de souffle dans l'instrument avant. Donc ici, on a une reconnaissance du timbre qui est vraiment fondée sur l'oreille, même si le geste est différent entre un son Ponticello et un son breath, même si la physique est différente, pas du tout la même physique d'avoir un bruit d'archet et d'avoir un souffle, mais par métaphore, on appelle ces bruits-là des bruits de souffle. Et du coup, voilà, Sibelius est capable, en écoutant ces sons, de trouver des synonymes. Alors, j'ai peut-être le temps d'une petite démonstration. Combien de temps j'ai 10 minutes, pour moi, ça va être largement suffisant. Donc, je vous propose d'utiliser Sibelius sur un exemple ici. La requête, c'est le son que vous proposez. Alors ça, ce son, ça peut être un son de votre instrument, ça peut être le son de votre voix, ça peut être un bruit que vous avez enregistré, ça peut être un sample d'une musique que vous avez récupérée. C'est vraiment ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin d'être dans la base. Et en bas, vous avez une base. Imaginez que cette base, elle comprend quelques dizaines de milliers de sons, voire plus. Et ce que fait Sibelius, c'est vous donner des plus proches voisins avec les méthodes donc diffusion temps fréquence et apprentissage de métrique LMNN que je vous ai présenté plus tôt. Donc ici, en légende, je vous montre ce qui diffère de la requête. Donc la requête ici, c'est une trompette en ut qui fait ce son Flatterzunge, une espèce de son qu'on va entendre tout de suite d'ailleurs. Donc c'est un sol 4 mezzo forte d'une trompette en ut Flatterzunge. Donc comme vous voyez, c'est très précis. Si vous voulez vraiment classifier ça, il y a beaucoup d'étiquettes à trouver. Mais pardon, si on oublie les étiquettes un instant et qu'on regarde simplement les plus proches voisins acoustiques, le plus proche voisin de la requête, c'est celui-ci. Donc là, ce qui diffère, c'est la nuance. En fait, on a une trompette en ut, Flatterzunge, G4, Sol 4 et pianissimo. Donc il y a une différence de nuance qui n'est pas très perceptible. Ensuite, on a un fa dièse. Donc là, une différence de hauteur, mais une différence de seulement un demi-ton, qui est le plus petit qu'on peut faire dans une gamme à 12 tons, et encore une fois une grande similarité acoustique. Le troisième. Alors là, le trompettiste ou la trompettiste a utilisé une sourdine, straight mute, c'est un type de sourdine qui est posée sur la trompette temporairement. Donc encore une fois, même instrument, même hauteur, même nuance, mais il y a un changement de timbre par sourdine. Sol dièse, donc là on est monté d'un demi-ton, et enfin, là on descend d'un ton. Donc voilà, si vous êtes orchestrateur, ça c'est plutôt satisfaisant, parce qu'on voit qu'il y a quand même quelques légères différences, parfois de hauteur, parfois de nuance, qu'il va falloir éventuellement corriger au moment d'écrire. Mais grosso modo, Sibelius est capable rapidement de vous donner, parmi une base de samples qui est typiquement de l'ordre de la dizaine de milliers de samples, comme Studio Online, qui va vous donner voilà, la note que vous recherchez, que vous avez en tête ou que vous avez préenregistrée. Voilà. L'autre chose que j'aimerais présenter en complément, et qui est rendue possible par la diffusion temps fréquence, c'est la possibilité de resynthétiser des sons. Donc sur Sibelius, vous aviez un carré avec des points, et ces carrés ont été organisés par les étudiantes du Conservatoire de Paris. Mais si on a envie d'avoir un point qui soit un compromis entre deux points, la diffusion de temps fréquence est capable de le synthétiser éventuellement. On a un procédé que je ne détaille pas, mais qui s'appelle la phase retrieval, reconstruction de phase,
qu'on peut implémenter par une descente de gradient, et dans laquelle il est possible de récupérer le signal d'origine que vous donnez à la diffusion de temps fréquence. Donc là, s'il y a par exemple un changement, si vous calculez dans le domaine des coefficients de diffusion de temps fréquence, un time frequency scattering, si vous prenez des coefficients qui a priori n'existent pas ou que vous n'aviez pas, la descente de gradient va vous donner une approximation synthétique du point que vous recherchez. Alors, je vous donne un exemple qui est vraiment particulièrement difficile, donc je reconnais qu'il n'est pas parfait. C'est cette phrase de 3 secondes de flûte. Vous allez entendre une trille, une descente, puis une montée. Puis il faut imaginer aussi que c'est un ostinato, donc la condition est périodique, parce que ça va avoir une importance plus tard. Donc l'idée de la synthèse, je vous la donne, c'est d'initialiser le signal reconstruit simplement en initialisant le spectre. Donc là, vous voyez que sur un spectrogramme avec le temps en abscisse et le logarithme de la fréquence en ordonnée, vous reconstruisez le spectre en moyenne, hein, c'est-à-dire qu'en moyenne sur le temps, les valeurs sur l'axe vertical sont égales à gauche et à droite, mais évidemment on a perdu beaucoup de détails. On a perdu toute la mélodie, on a perdu tous les effets de mode de jeu, et donc la question, ça va être d'essayer de reconstruire, ou en tout cas d'avoir, à partir de cette image mentale d'un son qui a été résumé par la diffusion temps-fréquence, reconstruire un signal. Donc ça, c'est l'initialisation, et quand on fait tourner l'algorithme d'initialisation des descente de gradient, il se passe ceci. Voilà. Donc ce que vous avez vu, c'est une vidéo où chaque frame, chaque image, chaque trame est une itération de l'algorithme. Donc on avait commencé avec un bruit stationnaire, et puis là on commence à retrouver des modes de jeu. Je vais vous repasser la vidéo peut-être. Voilà. Alors je vous passe l'original à gauche. L'initialisation. C'est pareil, moyenne. Et ensuite, diffusion de fréquence. Alors, il y a encore des artefacts. Hein, si c'est vraiment pas le meilleur synthétiseur de flûte que vous ayez entendu, ça, je vais bien le reconnaître. Mais l'avantage de ce genre de méthode, c'est qu'elles sont totalement agnostiques. Il n'y a pas de modèle physique derrière. Il n'y a pas d'hypothèse sur les notes qui peuvent être jouées, sur la complexité du plan temps fréquence. Il n'y a même pas de modèle de hauteur, en fait. C'est purement textural, c'est une reconstruction de la texture globale. Donc, bon, c'est pas idéal pour resynthétiser des flûtes, mais je vous les donner en exemple en termes de mode de jeu. J'ai le privilège de me servir de ce genre de méthode en tant que réalisateur en informatique musicale de ce compositeur, Florian Hecker. Et donc, lui utilise cet algorithme, lui et moi utilisons cet algorithme de diffusion temps-fréquence pour synthétiser des œuvres. Alors lui ne part pas de sons acoustiques d'instruments comme la flûte, il part de sons de machines, de sons de musique techno, de musique de synthétiseurs analogiques, tout ça. Et puis, on travaille avec les coefficients de diffusion temps-fréquence à resynthétiser des variations de ces instruments électroniques analogiques. Donc ça, c'était un des premiers disques qu'il a sorti, voilà, Modulator Scattering Transform, une des premières œuvres qui utilise le scattering. Il y a une remix qui a été faite pour Warp Records et qui est sortie l'été dernier, qui est une remix d'un morceau de dance music de Lorenzo Segni. Voilà, c'est un Shape of Remixes to Come, très modeste. Et ensuite, ça c'est le dernier qui est sorti le mois dernier, Inspection 2, qui est une variation de son œuvre précédente, Inspection, et c'est sorti chez Migo. Voilà, je tiens à laisser le mot de conclusion à un compositeur qui, à mes yeux, fait figure de mentor en matière de relations possibles entre science et musique, et qui d'ailleurs fut un chef d'orchestre remarquable du Requiem de Berlioz. Je veux parler d'Edgar Varèse, alors je lis. La musique qui doit vivre et vibrer a besoin de nouveaux moyens d'expression, et la science seule peut lui infuser une sève adolescente. Je rêve d'instruments obéissant à la pensée, c'est en 1917, et qui, avec l'apport d'une floraison de timbres insoupçonnés, se prêtent aux combinaisons qu'il me plaira de leur imposer et se plient à l'exigence de mon rythme intérieur. Nous avons vu
au cours de cette journée que le syntagme sciences et musique entend dépasser une posture hiérarchique dans laquelle la recherche scientifique se cantonnerait à une description systématique d'un corpus. Et au terme de cet aperçu de recherche, il ressort au contraire que la création musicale contemporaine peut inspirer à son tour la conquête de nouveaux savoirs, pourvu qu'on daigne prêter l'oreille. Merci pour votre attention. Merci. Je souhaite... Est-ce que je peux dire un mot de remerciement Oui, vas-y. Voilà. Je souhaite vraiment de tout cœur remercier Nancy Bertin et Frédéric Bimbaud, ainsi que tout le jury du prix Jeune Chercheur pour me faire le privilège de m'inviter à Rennes. Je voudrais aussi remercier tous les bénévoles et tous les participants de la journée Sciences et Musique. Vous m'avez vraiment ébloui et impressionné par votre professionnalisme. Je suis vraiment très, très bien servi. Donc voilà, c'était un vrai bonheur de visiter Rennes pour moi ce week-end. Merci.